Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo intitulée La diplomatie togolaise face à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. La diplomatie togolaise face à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Voilà. C'est une vidéo que je fais suite à la sortie cette semaine du ministre des Affaires étrangères du Togo sur un média connu que Vox Africa et où il répondait aux questions d'un journaliste, où il répondait à plusieurs questions d'un journaliste d'ailleurs. Et ce qui a retenu l'attention de tous ceux qui ont regardé cette interview d'environ 1h40, ce qui a retenu l'attention, sont les propos ou la position du ministre des Affaires étrangères du ministre des Affaires étrangères du Togo, hein, donc sur les questions concernant la Confédération des États du Sahel. D'abord, j'aimerais faire un historique. Ce qui marque dans la position du Togo, c'est on a quand même connu, je parle en connaissance de cause, hein, d'ailleurs, mais j'en profite ici pour adresser mes sincères condoléances à la famille du général Tidjani, qui est aujourd'hui décédé, que j'ai bien connu le général Tidjani et tous les membres de sa famille ici. Si jamais il y en a un qui regarde, je le dis condoléances, et j'ai perdu vos contacts. Si vous pouvez me reconnecter, ce serait une bonne chose. Voilà, vous vous connectez en m'écrivant sur ma page Facebook Élisée Honta. Je ne les citerai pas, mais tous se reconnaissent. Donc, sous le régime de Père Eyadema, la Côte d'Ivoire, dirigée à l'époque par Laurent Gbagbo, était en conflit avec la puissance tutélaire, la France. Et donc, c'est Bourgi qui a dit que Sarkozy avait dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. Donc, vous avez suivi, les propos étaient confirmés par Laurent Gbagbo sur la plateforme d'Alain Foka. Et il faut dire que dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo à l'époque, il y avait bien au moins deux pays. Il y avait le Burkina Faso, qui était une base arrière importante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est IB, capitaine Ibrahim Koulibaly. Ces interviews sont disponibles encore sur YouTube. Mais il y avait aussi, comme agent de déstabilisation, le Togo. Donc, moi j'étais surpris parce que je ne pensais pas... Enfin, je revois encore le général Tidjani et je revois ce que j'ai lu dans la presse, que c'était lui qui envoyait les armes et tout, pour soutenir la rébellion au nord de la Côte d'Ivoire contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Non. Le Togo, à l'époque de Yadema Père, était dans une situation belliqueuse. Ça, c'est un fait. Et a contribué à déstabiliser hein, d'autres pays de la CEDEAO pour le compte de puissances étrangères. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une attaque, c'est un fait. Naturellement documenté. Je le dis d'autant plus que je ne dirais pas du mal pour du général Tidjani comme ça, mais c'est ce que j'ai lu dans la presse. Et moi, ça m'a un peu choqué. Mais bon, je pense qu'il faut départir l'amitié qu'on peut avoir pour la famille des activités du père qui était dans un système, certainement, qui l'a servi. Et le système a produit ce que ça a produit. Bon, avec l'arrivée aux affaires de Faure Gnassingbé Eyadema, je présume que lui a dû, je présume qu'il a dû tirer les leçons des conséquences de ce que son pays, par exemple, de l'implication de son pays en Côte d'Ivoire. Mais aussi et surtout, on le sait aujourd'hui que tous les gens qui ont été engagés dans la déstabilisation du régime de Laurent Gbagbo, les gens qui les ont utilisés ont été très ingrats avec eux. C'est une réalité. Je dis, bon là, par contre, je ne vais pas citer les noms. Mais quand vous discutez avec des gens qui ont été les acteurs de ça, c'est une réalité. On peut prendre des exemples. Hein, prenez Guillaume Soro. Guillaume Soro était un chef de guerre. Ces images existent encore. Avec des kalash, etc., etc. Donc, c'était un chef de guerre. Qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Ils l'ont envoyé en exil. Aujourd'hui, s'il a la vie sauve, c'est parce qu'il y a eu la générosité d'Abdourahmane Tiani. Sinon, quand on a vu revenir Guillaume Soro, je pense que si l'exil a duré encore 2 ans, il était mort, parce qu'il était comme ça. Hein, donc pourtant, il était là-bas. On a vu comment Ouattao a fini sa course. On a vu comment les Soulés de Paris, qui étaient les sororistes, qui étaient les gens qui se battaient contre Gbagbo, on a vu comment ils sont en exil aujourd'hui. On voit les Franklin Nyamsi, qui ne peuvent plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Pourtant, à l'époque, ils nous narguaient sur Internet en disant des choses, je vais pas revenir là. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont sur la toile. Le satrape de Sendou, etc. Bon, donc ça veut dire qu'il y a certainement eu une déception à ce niveau-là. Et on voit comment donc les gens me disent souvent, mais comment tu expliques le retournement de Nyamsi et Nathalie Yam contre la France? Je dis, ben, ils étaient en affaires. Peut-être les affaires ne se sont pas bien passées. Donc, ils ont décidé maintenant de se retourner contre eux. Et c'est entre eux. Mais donc, est-ce que cela explique aussi la position du Togo qui désormais a tiré les leçons en disant, voilà, s'ingérer dans la déstabilisation des États, ce n'est pas une bonne chose. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il dit qu'on a vu arriver un virage dans la diplomatie togolaise, dans ce qui s'est passé dans l'AES. Et le virage dans la diplomatie togolaise, d'abord ça a commencé quand Sandaogo Damiba arrive au pouvoir au Burkina Faso, et immédiatement il décide de reprendre le même refrain, c'est-à-dire que de reconstituer l'administration Compaoré 2. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je sais très bien comment Compaoré est parti du pouvoir. Je sais très bien comment ça s'est passé. Peut-être même parfois mieux que les autorités qui sont en place au Burkina. Et donc, les forces qui avaient mis Compaoré dehors sont les mêmes forces qui ont mis Sandaogo Damiba dehors. Donc, Sandaogo Damiba s'est retrouvé en exil au Togo. Et c'est important, puisque c'est le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui le dit. Il dit, voilà, il est au Togo, nous avons la possibilité d'obtenir son extradition, mais ce n'est pas la priorité. Mais il est sous surveillance et on nous rend compte et ça permet quand même que, voilà, il ne soit pas en vadrouille dans la nature, mais qu'il soit dans un endroit où il est sous surveillance, sous contrôle et il ne peut pas tenter de faire un coup d'État. Donc, déjà là-dessus, c'est une bonne chose parce que le Togo a adopté une position de neutralité, un peu comme on peut dire la Suisse. Ça veut dire que d'avoir une diplomatie qui dit, voilà, nous, on va pas mettre de l'huile sur le feu dans un sens comme dans l'autre, mais on va essayer d'être neutre. Damiba va revenir ici, il va venir là, il va rester ici, et on va le contrôler, et on va rendre régulièrement compte des bulletins de renseignement à l'État du Burkina Faso. Bon, ça permet que, parce que nous aussi en Afrique, on en a marre des anciens chefs d'État qu'on exécute, comme Samuel doit exécuter, et comme lui-même a été exécuté. On ne veut plus voir ça. On veut voir quand même quand quelqu'un a dirigé un pays, on veut voir qu'il soit traité avec dignité. Donc, ça, c'est au crédit de la diplomatie togolaise. La deuxième chose, c'est que la diplomatie togolaise, lors des sanctions qui ont été imposées aux pays de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la diplomatie togolaise a pris le contre-pied de la CEDEAO. Ça, c'est important, il faut le dire, il faut le mentionner. La diplomatie togolaise a adopté une position de neutralité. D'ailleurs, cela a été rappelé par son ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies ici à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en disant, voilà, nous avons une diplomatie, nous avons choisi d'avoir une diplomatie de neutralité, une diplomatie qui fait la part belle au dialogue, à la concertation, et il n'est pas question de soutenir des projets de sanctions, etc. Donc, le Togo a donc ouvert une brèche, une faille, je devrais dire, dans les sanctions, parce que le but des sanctions, c'était, comme les ports qui étaient les plus utilisés, c'était le port de Accra et de Abidjan. Donc, la France avait fait pression sur ces deux pays-là pour que les ports soient fermés et que ni le Burkina, le Niger, le Mali ne puissent pas passer par ces ports. Parce que la Côte d'Ivoire était le pays, je ne sais pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était quand même le pays qui offrait la plus belle opportunité parce qu'avec l'autoroute du Nord, c'est sur cette autoroute du Nord que la Côte d'Ivoire pouvait rentabiliser avec le trafic de marchandises. Avec le chemin de fer qui part du port d'Abidjan jusque dans le nord de la Côte d'Ivoire, aller même jusqu'au Burkina Faso.
mais la Côte d'Ivoire avait fermé ses infrastructures, le Ghana avait fermé ses infrastructures, le Bénin avait fermé ses infrastructures. On a vu ce qui s'est passé avec les camions béninois qui étaient bloqués à la frontière. Les pertes ont été énormes. Là-dedans, le Togo, seul contre tous, il faut bien le préciser, seul contre tous, seul contre le Sénégal. Ousmane Sanko n'était pas encore aux affaires. Seul contre le Sénégal, seul contre la Côte d'Ivoire, seul contre le Ghana, seul contre le Bénin, seul contre le Nigeria. Le Togo a adopté une position de neutralité en décidant de mettre le port de Cotonou, le port de Lomé autant pour moi, parce que Cotonou c'est la capitale du Bénin, Lomé c'est la capitale du Togo. En mettant à la disposition du port de Lomé, le transit, l'acconnage, le magasinage, donc la logistique, mais aussi le transport des marchandises par camion de Lomé jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, pour pouvoir permettre à ces pays-là de ne pas être asphyxiés. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le dire. Le Togo l'a fait. Donc, c'est un geste humanitaire. C'est un geste empreint d'humanisme. Ça veut dire que l'histoire jugera, hein. Franchement, des gens qui ont décidé, je ne vais pas citer leur nom là, je ne vais pas gâter ma vidéo, qui ont pris des sanctions contre leurs frères au Burkina Faso, contre leurs frères au Burkina Faso, contre leurs frères au Niger, contre leurs frères au Mali, avec les conséquences que cela a eu sur les peuples, les morts, quand on dit que les enfants sont morts dans des couveuses à l'hôpital. Les gens qui ont pris ces décisions-là, franchement, pour punir les peuples, avec des conséquences dramatiques sur les populations, des morts d'hommes. Est-ce que c'est ça l'expression de la solidarité africaine? Hein? Est-ce que c'est ça l'expression de la solidarité africaine? Est-ce qu'un ensemble communautaire, comme on dit dans le jargon de la politique internationale, un ensemble communautaire comme la CEDEAO, donc censé réunir plusieurs pays en fait une seule communauté, est-ce qu'un ensemble communautaire peut se bâtir sur une relation de confiance quand vous prenez des sanctions qui entraînent des morts dans les pays qui en sont membres? Même si le prétexte était un coup d'État. Ça date pas d'aujourd'hui les coups d'État. Il y a toujours eu des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il y a toujours eu des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc, cette situation-là, hein, dont, disais-je, a conduit le Togo à ouvrir une faille dans ce système-là qui a permis de continuer à maintenir l'approvisionnement ou de maintenir l'approvisionnement du Niger en marchandises, hein, en biens, etc., en marchandises, etc. Maintenir l'approvisionnement du Burkina Faso en marchandises, maintenir l'approvisionnement du Mali en marchandises. Comme je le dis encore, c'est une décision, c'est un acte diplomatique, mais qui a une coloration humanitaire. Ça a permis de ne pas avoir l'étouffement. Parce que il y a une littérature, il y a même des thèses de doctorat qui ont été écrites sur les sanctions que la France avait imposées à l'administration de Gbagbo sous Sarkozy pour renverser Gbagbo. Je rappelle que la naissance du sentiment anti-français, ça ne part pas de Macron. Ça commence depuis fort longtemps. Mais ça commence depuis la décision des autorités en France, politiques en France. Nous qui avons milité, on leur a toujours dit qu'il fallait faire un geste comme ça, parce que quand on veut ouvrir les livres d'histoire pour voir vraiment ce qui s'est passé lors de la colonisation, c'est très sale. Donc il faut passer l'éponge dessus, mais voilà, ça n'a pas été fait. Donc, pire, à l'ère où les médias commençaient à se développer, on a vu comment l'armée française a bombardé Laurent Gbagbo dans son bunker. Ça, je peux vous dire que tous les cadres africains qui avaient 20 ans en 2010, donc qui ont 34 ans au moins aujourd'hui en montant, donc qui ont 30 ans aujourd'hui en montant, ça a choqué énormément de voir des forces armées étrangères bombarder un président, l'arrêter dans un bunker. Ça a été le point de départ de la seconde révolte des gens en Afrique contre l'État français. Donc, ça là, je le dis, hein, sans attaquer qui que ce soit, ce sont les faits que tout le monde peut voir. Par exemple, moi je vivais au Cameroun, je n'ai pas voulu regarder comment on bombardait Laurent Gbagbo dans son bunker. Mais rapidement, chez moi, sont arrivés près de 40 personnes, des amis, qui venaient, j'avais même éteint mon téléphone. Ils sont venus, ils ont sonné au portail, on est allé ouvrir, donc la domestique allait ouvrir.
Ils sont rentrés, le salon était plein de monde. Qui regardait ça en direct, moi, je n'ai pas regardé. Et toute cette génération-là, ça les a marqués. Pour vous dire comment ça se passe, j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom là, Cyril, mais je ne vais pas citer son nom, son prénom c'est Cyril. Sa femme avait accouché, je crois, dans la semaine qui suivait, et ils ont donné le nom, c'était une fille, ils ont donné le nom à la fille Simone, en référence à Simone Barbeau. Parce que ça avait choqué les gens ici. Les gens ne parlaient plus, ils n'arrivaient plus à boire une bière dans un bar. Tu sortais, tu allais dans le bar, quand tu as des événements comme ça, tu sors, tu vas dans le bar, tu vois, les gens n'arrivent pas à boire, les gens achètent, les gens qui boivent 1, 2, 3 bières, ils ont une bière, ils n'arrivent pas à la boire. Donc, ça a choqué, et je pense que des actes comme ça, là, la diplomatie togolaise a contribué à faire échec à des situations comme celle-là. C'est-à-dire qui consiste à punir les pays pour effrayer les populations et les dirigeants en disant, bon, vous voyez, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va vous punir comme si vous étiez des petits-enfants. Donc là-dessus, il y a eu un échec de cette acte-là. Donc la diplomatie togolaise de ce côté-là aussi a pris le contre-pied de la CEDEAO sur le terrain. Et je pense, comme je l'ai dit, le Togo récolte aujourd'hui le fruit de cette diplomatie pacifiste, humanitaire. Hein, je parle bien de la diplomatie togolaise, parce que là maintenant, ce qui se passe, c'est que les Nigériens passent par le Togo, les Burkinabés passent par le Togo, par le port, hein, le trafic de leurs marchandises, et les Maliens aussi passent par le Togo. Bon. Autre chose, nous avons suivi la sortie du général Abdourahmane Tiani. C'est sur notre chaîne YouTube, là, vous pouvez la regarder. Nous avons regardé et re-regardé encore plusieurs fois. Et quand vous regardez la sortie du général Abdourahmane Tiani, il a cité les endroits précis où étaient installés les plans de déstabilisation de son pays. D'ailleurs, j'ai observé que le Sénat du Nigeria a ordonné une commission d'enquête pour descendre sur le terrain et vérifier l'effectivité de ces faits et prendre les décisions immédiates pour pouvoir fermer tous ces endroits-là, toutes ces bases-là sur son territoire, parce que le Nigeria ne veut pas que son pays soit utilisé comme rampe de déstabilisation des pays comme le Niger, du Burkina Faso, du Mali. Pour rajouter que ce sont les mêmes peuples. Donc, le général Abdourahmane Tiani a pointé du doigt les endroits, les sites précis où il y avait des opérations de déstabilisation en préparation contre les États de l'AES. Il a pointé le lac Tchad, hein, et rapidement le Tchad a pris des mesures qu'il faut. Il a pointé le nord du Nigeria. Le Sénat du Nigeria a créé une commission d'enquête pour aller sur le terrain, essayer de faire échouer ces plans-là. Hein, le Sénat du Nigeria, à l'initiative des sénateurs, surtout ceux de la partie septentrionale du Nigeria. Il a pointé le Bénin, hein, il a pointé la Côte d'Ivoire, donc ça c'est important. Mais il n'a pas pointé le Togo. Alors, le Togo se trouve entre la Côte d'Ivoire quand même et le Bénin. Donc, ça veut dire là aussi que la diplomatie togolaise a choisi de ne pas servir de base arrière, de ne pas utiliser le Togo comme base arrière pour des mouvements quelconques, pour des opérations de déstabilisation de leurs frères de l'AES. Je pense que on n'en demande pas tant au pays de la CEDEAO, on n'en demandait pas tant. Et je pense que la position du Togo au sein de la CEDEAO est une position assez intéressante, qui est une position la réelle politique, ça veut dire et la solidarité, l'action humanitaire. J'ai oublié de prendre le livre qu'a écrit Joseph Stiglitz sur l'Europe, hein, où il disait, voilà l'un des problèmes auxquels devait faire face l'Europe, c'est que la solidarité européenne portée par la France et l'Allemagne, et à l'époque aussi la Grande-Bretagne, elle est en train de s'effondrer parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, la Hongrie et autres, et qui n'essaient pas de faire, je veux dire, qui n'essaient pas de mettre en place la même solidarité que l'Allemagne, la France et l'Angleterre ont mis en place, ce couple-là, ce trio-là, pour pouvoir bâtir l'Europe. Donc, on ne peut pas bâtir un ensemble communautaire quand il n'y a pas de solidarité et qu'il n'y a pas de stratégie de gouvernance destinée au bonheur, au bien-être des peuples. C'est la sécurité, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'emploi, etc., c'est l'énergie, etc., etc. Ce qui n'est pas le centre de la CEDEAO, c'est plus une affaire c'était devenu une affaire de petits copains. C'est que, un côté, on autorise les gens à modifier leur constitution, à faire notre mandat, et d'un côté, on prend des sanctions à des gens
qui ont renversé un monsieur qui soutenait le terrorisme au plan international. Hein. Je veux parler de Mohamed Bazoum. Donc ça, le Togo s'est mis à l'écart de tout ça. Je pense que ça fait que le Togo, qui est un petit pays, qui n'est pas très grand, s'est retrouvé comme un acteur diplomatique de poids, hein, ce qui explique d'ailleurs l'écho qu'a fait la sortie de son ministre des Affaires étrangères, qui est énorme. Maintenant, la question que les gens m'ont posée, penses-tu que le Togo va rentrer dans la Confédération, l'Alliance des États du Sahel? Moi, j'en doute. Je demande à voir, j'en doute. J'en doute, on verra bien, j'en doute. Mais tout est possible, d'abord, parce que j'en doute, hein, je dis bien j'en doute, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Je dis j'en doute, je ne veux pas dire pourquoi j'en doute, mais tout est possible aussi, parce que la réelle politique, c'est la réelle politique. Le Togo sait très bien qu'aujourd'hui, il a été le principal bénéficiaire au plan économique de la position stupide de ses voisins, comme le Bénin par exemple, et d'autres à côté. Mais il sait aussi que ça va pas durer longtemps, parce que vous voyez déjà au Ghana, John Dramani arrive pour reconstruire les relations entre les deux peuples. Vous voyez en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a dit que s'il était même élu, il entrerait dans l'AES. Tidiane Tcham a une position un peu moins tranchée en disant s'il était élu, il allait reconstituer les relations avec l'AES. Ça veut dire que tous les déstabilisateurs du Burkina Faso qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, ils vont devoir aller trouver l'asile ailleurs. Et non pas sur le territoire ivoirien. Ils vont peut-être s'envoler pour aller en France. Si Laurent Gbagbo est là, ce sera encore une autre paire de manches. Donc, ils vont essayer de reconstituer, essayer de reconstituer les relations diplomatiques avec ces États. Donc, on parle au niveau du Burkina Faso, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple. On dit la même chose au niveau du Ghana, où c'est en cours. On dit la même chose au niveau du Sénégal, où quand Diomaye Faye a été élu, il a fait une visite avec les voisins directs du Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger et il a rassuré les pays de l'AES en disant la déstabilisation, ou non sans quoi fait pareil, la déstabilisation ne passera jamais par notre pays et voilà, on ne déstabilisera jamais les pays voisins. Nous sommes des frères et il est hors de question que ça se fasse par nos pays. Donc, il va y avoir, ça va pas durer un siècle. Il va y avoir, on a vu avec le Sénégal déjà, la Sierra Leone et le Libéria étaient toujours restés neutres dans cette affaire. On l'a vu avec les positions que ceux qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire ont prises. Nous allons changer de cap vis-à-vis de l'AES. On l'a vu avec le Ghana, où c'est un changement de cap. On le voit aussi avec le Niger, où Kémy Séba est candidat et a toutes ses chances. Et Patrice Talon ne briguant pas un deuxième mandat, Kémy Séba étant candidat, rien ne nous dit que le scénario sénégalais ne peut pas se produire au Bénin. D'autant plus qu'on voit les positions de chef d'état-major du Bénin. Mais je ne veux pas commenter ça parce que là aussi c'est un peu... il faut prendre ça avec les pincettes. Mais Kémy Séba, candidat, peut bien gagner les élections au Bénin. C'est le peuple qui tranche. Et s'il gagne ces élections au Bénin en constituant une forte coalition autour de lui, ben, le cap va changer. Donc ça va revenir. Donc, est-ce que le Togo va donc rejoindre l'AES? Donc, le ministre des Affaires étrangères du Togo a dit, ah, écoutez, si vous posez la question à la population, 70% des personnes vont vous dire que nous sommes prêts à rejoindre l'AES. Je ne doute pas, parce que c'est quand même un ministre qui parle, ils ont des informations, ils ont la police comme partout, ils ont les taximans qui recueillent la vie des gens, ils lisent ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, ils entendent ce qui se dit dans divers groupes, hein. Donc ils sont au courant à peu près de tout ce qui se dit dans un pays. Donc, dans ce cas, je doute fort qu'il en soit autrement. C'est que, comme il dit lui-même, si nous décidons aujourd'hui, et la décision, maintenant, il le dit, ça émane pas de moi, ça émane de notre président, ça émane de notre parlement, qui peut décider du fait que nous rentrons dans l'AES. Bon. Maintenant, rentrer dans l'AES, ça veut dire automatiquement quitter la CEDEAO, progressivement quitter la CEDEAO. Et je pense que le changement de leadership dans plusieurs États de la CEDEAO seront de nature
a ralenti un peu le départ de beaucoup d'États dans la CEDEAO pour entrer dans l'AES. Certes, le Tchad va devoir rentrer dans l'AES parce qu'il est vraiment dans la bande sahélienne. Mais le Togo, rentrer dans l'AES, ce n'est pas exclu. Et s'il devait rentrer dans l'AES, ce serait une bonne chose pour le Togo. D'abord, ce serait une bonne chose pour sa sécurité, parce que rien ne lui dit que le désordre sécuritaire qu'il y a au nord de son pays, donc au sud des pays de l'AES, ne peut pas l'atteindre. Rien ne le dit qu'il ne peut pas l'atteindre. Il aurait besoin donc de l'AES, ils auraient besoin donc de dispositifs sécuritaires mis en place par l'AES pour protéger leur peuple. Deuxièmement, le Togo a une petite superficie, hein, donc l'AES avec l'arrivée d'un pays comme le Tchad, comme je vous ai dit la dernière fois, ce sera 2 800 000 km² plus 1 800 000 km². Ça fait 3 millions, ça fait 4 500 000 km² ou 4 600 000 km². C'est beaucoup. 4 600 000 km². Donc, pour les investisseurs togolais, notamment dans l'agriculture, ce serait une bonne chose. Donc, en rejoignant cet espace communautaire, ça leur permettrait de profiter de ça. Donc, là aussi, on voit la possibilité, l'avantage comparatif, je dirais, pour le Togo de rejoindre l'AES, la sécurité. Ensuite, l'AES serait un grand marché, donc c'est un grand marché. Une des choses que j'ai beaucoup apprécié aussi au Togo, c'est que le président togolais a reçu, Faure Gnassingbé a reçu Abdourahmane Tiani au moment où les gens voulaient lui mettre les cornes sur la tête pour en faire le grand diable. Donc, le président togolais l'a reçu. Certes, il a reçu de la manière dont il a reçu. Il s'est pas déplacé à l'aéroport, mais il a reçu. Et Abdourahmane Tiani a pris la parole publiquement devant la communauté nigérienne vivant au Togo pour la remercier pour le transfert d'argent qu'elle avait fait, pour permettre de soutenir le fonds de solidarité, donc réparer tous les dégâts qui ont été faits par les sanctions punitives, etc. Je trouve que c'était un geste élégant, hein, au plan diplomatique, c'est un geste de gentleman. Vous savez, le bonheur entre les peuples, ça tient à des petites choses. Ça tient au fait que quand vous êtes au fond du trou, peut-être que le trou est là, peut-être pas là, mais là, peut-être pas là, quelqu'un vous tend la main en disant, écoutez, viens mon frère, on va pas laisser ça se passer. Donc, l'attitude du général Abdourahmane de Faure Gnassingbé vis-à-vis du général Abdourahmane Tiani, qui était venu le remercier d'ailleurs pour la position du Togo, qui avait laissé passer tous les camions pour pouvoir ravitailler le Niger, éviter que l'inflation émousse la population et la mettre dans les rues, qui était ça à l'origine du plan. C'est très important. Donc comme je dis, le Togo, dans l'AES, on verra. Son ministre n'a pas donné une position tranchée. Il a dit, quand on interroge la population, 70% aujourd'hui est d'accord. Certainement, la population a conscience des problèmes de sécurité, la population a conscience de l'étroitesse de son territoire, la population a conscience du fait que l'AES est un grand marché et que, par exemple, si vous implantez une industrie au Togo, vous produisez aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai vu, hein, si vous implantez une industrie au Togo, vous produisez, vous pouvez aisément vendre dans l'AES. Et les Togolais que je sache, j'en ai eu beaucoup comme amis, hein. Je ne vais pas les citer ici. J'en ai eu trop même. Trop même. Beaucoup même comme amis en France. Trop même. Très nombreux. Ouais. C'est des gens très paisibles, très gentils, c'est des gens très, très gentils, très sympathiques, c'est pas des gens belliqueux. C'est vraiment des gens, et très humbles. Ce que j'aime chez les Togolais. Très humbles. D'ailleurs, mon médecin, quand j'ai arrivé au Togo, qui était un grand frère, qui était mon mentor, c'était un Togolais qui était propriétaire de 4 cliniques dans l'état voisin, à Balo-Nouniampe. Il est décédé, paix à son âme. À Balo-Nouniampe, il fallait voir comment il vivait dans la communauté africaine. C'était un rassembleur et un grand mentor pour tous les jeunes cadres africains qui se retrouvaient aux États-Unis. Donc, voilà. On souhaite le meilleur. On aimerait voir le Togo intégrer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que ça se fera? On verra bien. Est-ce que c'est la CEDEAO qui va essayer de s'amender? On verra bien. Là, c'est difficile, mais je dis en politique, le temps, comme disait Edouard Balladur et Laurent Fabius, le temps résout parfois les situations que les gens n'ont pas pu résoudre quand ils étaient aux affaires. Voilà. Laurent Gbagbo avait dit, le temps est un autre nom de Dieu. Quand on l'a arrêté, on a dit à la terre entière. Quand vous arrivez aux États-Unis, les gens qui ont vu les vidéos ont cru que c'était le plus grand terroriste d'Afrique qu'on avait arrêté. Hein.
Nous, on a mené une campagne de lobbying ici dans les églises évangéliques, dans les grandes communautés religieuses, comme Simone Gbagbo faisait partie d'un réseau de communautés religieuses internationales. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo était dépeint comme un grand bandit. Les gens croyaient ici que c'était un grand criminel qu'on a arrêté. Mais le temps a démêlé les chevaux. Le procès à la Cour pénale internationale a démontré qu'il n'y avait rien en dessous et que c'était un écran de fumée. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est réhabilité et il se bat pour pouvoir être réinscrit sur les listes électorales, reprendre une activité politique normale et être entièrement réhabilité et son honneur lavé. Donc, le temps pourra aussi faire le même effet du côté de la CEDEAO, peut-être demain, un nouveau leadership dans tous ces nouveaux pays-là, et peut-être aussi le départ d'Emmanuel Macron en France, vont permettre que les gens recollent les morceaux et qu'on revienne au point de départ où on n'aurait dû jamais partir. Voilà. Mais que l'AES va retourner dans la CEDEAO, je pense que c'est une initiative qu'il faut écarter. J'encourage de lire la tribune écrite par l'activiste togolaise Farida Naboura. Son nom est toujours difficile à prononcer. Farida Demba Naboranena, quelque chose comme ça, voilà. Elle a écrit une tribune qui est intéressante, qui mérite d'être lue. Et elle dit des choses intéressantes dans cette tribune-là. Pourquoi l'AES ne devrait pas retourner dans la CEDEAO. Mais je vais parler dans les détails là. Je remercie tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Je vous prie de la liker. Je vous prie de souscrire au membership ou de mettre un thank you sur la vidéo pour soutenir le développement de la chaîne. Et je vous prie également de vous abonner ou d'inviter vos amis à s'abonner. Ça et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer de notifications quand la vidéo est postée, les nouvelles vidéos sont postées. Mais je vous prie également, n'est-ce pas, de partager ça sur votre mur, la vidéo, afin que le plus grand nombre de vos amis puissent la regarder. Chers amis, je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine et restez scotchés sur notre chaîne car le meilleur est à venir. Bye!